Je me souviens plus clairement du son des rires que de la voix de ma mère. C'est terrible à admettre, mais c'est vrai. La voix de ma mère s'est effacée de ma mémoire vers l'âge de 13 ans, remplacée par le bruit gris de la vie en institution, le cliquetis des assiettes s'en éteint, le frottement des bancs en bois, les prières monotones que nous récitions avant les repas que nous ne voulions pas manger. Mais le rire qui a éclaté dans le bureau de M. Amos Cobb, directeur du comté, l'après-midi du 9 septembre 1940, lorsqu'il a lu à haute voix le testament de Thaddeus Rowe. Ce son, je l'emporterai dans ma tombe. Thaddeus Rowe était l'oncle de ma mère, un grand-oncle que je n'avais jamais rencontré, avec lequel je n'avais jamais correspondu et dont je n'avais jamais entendu parler. Sauf une fois, lorsqu'une infirmière du Bellefonte Home for Girls à Staunton, en Virginie, avait consulté mon dossier d'admission et murmuré: Rowe, tu as un lien de parenté avec le fou de Falcon Ridge? J'avais 11 ans à l'époque et je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire. J'avais 16 ans quand je l'ai découvert. Thaddeus Rowe m'avait légué toute sa succession, 4 acres de terrain au sommet d'une falaise à Falcon Ridge, dans les montagnes Allegheny du comté de Highland. Selon la description légale, la propriété comprenait une structure en pierre en état de délabrement avancé, les vestiges de plusieurs dépendances et des améliorations associées sans valeur estimée. L'évaluateur du comté avait estimé la valeur du terrain à 9 $. La structure que les habitants de la vallée en contrebas appelaient Rose Folly était considérée non seulement comme sans valeur, mais aussi comme dangereuse. Un tas de ruines sur une falaise que le vent poussait lentement dans la vallée en contrebas, une pierre à la fois, monsieur. Cobb a lu le testament dans une pièce où se trouvait sa secrétaire, 2 témoins de la ville et Madame Alderman, la directrice du foyer Bellefonte, qui m'avait amené dans la seule voiture de l'institution parce que l'État exigeait ma présence. Lorsque M. Cobb eut terminé sa lecture, la pièce resta silencieuse pendant exactement 2 secondes. Puis la secrétaire éclata de rire, suivie des témoins. Même Mme Alderman, qui réservait généralement ses émotions pour exprimer son désaccord, laissa échapper un son mi-rire, mi-soupir. Le son d'une femme qui avait toujours soupçonné l'univers de se moquer des filles comme moi et qui avait finalement eu raison. Je n'ai pas ri. Je suis resté assise sur ma chaise, les mains jointes sur les genoux et le dos droit, et j'ai pensé, 4 acres, c'est 4 acres. Un tas de pierres reste des pierres, et une falaise est un terrain élevé, et un terrain élevé n'a jamais été sans valeur pour quiconque a le bon sens de l'utiliser. Si vous voulez savoir ce que la première tempête a découvert sur cette falaise, et pourquoi ces ruines se sont avérées receler un secret dont toute une vallée allait dépendre, abonnez-vous à cette chaîne et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Car ce que Thaddeus Rowe a construit sur Falcon Ridge n'était pas du tout une folie, c'était du génie. Et il a fallu un ouragan en novembre pour le prouver. Madame Alderman m'a conduit au pied de Falcon Ridge un vendredi après-midi et m'a laissé au départ du sentier avec une valise, un sac en papier contenant un sandwich et une pomme, et l'information que la maison Bellefonte considérait ses obligations envers moi comme remplies. J'avais 16 ans, j'étais légalement propriétaire de biens, et je ne relevais donc plus de la compétence de l'État. Elle ne m'a pas dit au revoir. Elle m'a dit « Essaye de ne causer de problème à personne », ce qui était le conseil le plus proche que la maison Bellefonte m'ait jamais donné. Le sentier qui menait à Falcon Ridge était un chemin en lacette d'1,5 km à travers une forêt de chênes et de carriers, suffisamment raide pour me brûler les jambes et me donner l'impression que ma valise était remplie de fer. La crête s'élevait à près de 250 mètres au-dessus du fond de la vallée. Et le sommet de la falaise où Thaddeus Rowe avait construit sa maison était le point culminant à des kilomètres à la ronde. Une plateforme calcaire plate surplombait une falaise abrupte, exposée à tous les vents qui traversaient les Alleghenies. J'ai vu les ruines avant de les atteindre. Elles apparaissaient à travers les arbres comme le squelette d'une chose énorme. Des murs de pierre grise s'élevaient vers le ciel, certains atteignant leur hauteur maximale de 3,5 à 4,5 mètres, d'autres s'étant effondrés jusqu'au niveau du sol. Tous étaient recouverts de lichen et de mousse, résultat de décennies d'absence d'entretien. Il y avait 5 structures au total, ou ce qu'il en restait, un bâtiment principal d'environ 12 mètres de long, 2 dépendances plus petites, ce qui semblait être une sorte de tour circulaire, et un mur de pierre bas qui les reliait toutes, dans une disposition en enceinte que je n'avais jamais vue dans l'architecture montagnarde. Le bâtiment principal avait encore la majeure partie de son toit. De lourdes tuiles d'ardoise sur des poutres de chêne qui s'étaient courbées, mais n'étaient pas cassées. À l'intérieur, il y avait une grande pièce avec un sol en pierre,
une immense cheminée et des fenêtres sur les 4 côtés, ce qui était inhabituel pour une cabane de montagne où les fenêtres signifiaient une perte de chaleur. La cheminée était la chose la plus étrange. Elle était énorme, peut-être 2,5 mètres de large, et encastrée dans le mur qui faisait face au bord de la falaise, avec une cheminée qui s'élevait au-dessus de la ligne du toit et qui était courbée, non pas droite comme les cheminées habituelles, mais en angle, se courbant vers le vent dominant. Le sol était couvert de débris, de plâtre tombé, de nids d'oiseaux, de verres brisés, de feuilles qui s'étaient accumulées au fil des ans. Mais la structure était solide. Thaddeus Rowe avait construit avec la précision d'un ingénieur et non avec la rudesse d'un alpiniste. Les pierres étaient taillées et ajustées. Les jointes de mortier étaient insérées. Les cadres des fenêtres étaient nosés avec un soin qui trahissait quelqu'un qui comprenait que ce bâtiment serait confronté à des vents capables d'arracher l'écorce des arbres. J'ai balayé la pièce principale, réparé les fenêtres cassées avec des planches provenant des dépendances, allumé un feu dans la grande cheminée et mangé mon sandwich, assis sur le sol en pierre, en écoutant le vent hurler à travers la falaise. C'était le son le plus solitaire que j'avais jamais entendu. C'était aussi, d'une certaine manière, le plus honnête. Le vent ne faisait pas semblant. Il ne se moquait pas de vous pour ensuite vous demander d'être reconnaissant. Il était simplement là. Parmi les maigres possessions de Thaddeus Rowe, j'ai trouvé un coffre poussé contre le mur du fond, à moitié enfoui sous les décombres. À l'intérieur, il y avait des vêtements trop grands pour moi, un ensemble d'outils de maçon, une Bible avec des fleurs sauvages pressées entre chaque page, et une sacoche en cuir contenant des papiers, principalement des lettres, mais aussi des dessins. Des dizaines de dessins, des plans architecturaux, des coupes transversales, des diagrammes rendus avec précision à l'encre sur du papier jauni, mais toujours lisible, et épinglés à l'avant de la pile, une lettre de l'école d'ingénieurs de l'Université de Virginie, datée de 1911, adressée à M. Thaddeus Rowe, le félicitant pour ses propositions innovantes en matière d'architecture éolienne, et regrettant que le comité ne juge pas ces concepts suffisamment pratiques pour être développés davantage à ce stade. Mon grand-oncle avait été ingénieur, un autodidacte originaire des montagnes, dont les idées avaient été rejetées par l'université comme étant irréalisables, mais il était venu sur cette falaise et les avait quand même mises en œuvre. Les 6 premières semaines ont été consacrées à la survie. Le mois d'octobre dans les Alleghanies est magnifique et impitoyable, et je n'avais ni argent, ni provisions, ni personne à moins de 5 kilomètres qui savait ou se souciait de mon existence. Je me nourrissais comme un animal. Des noix, des baies tardives, des légumes sauvages, un lapin que j'avais attrapé dans un piège que j'avais fabriqué avec du fil de fer trouvé dans les dépendances. J'ai réparé le toit là où je le pouvais et j'ai accepté les fuites là où je ne le pouvais pas. J'ai appris à entretenir un feu doux et régulier dans la grande cheminée et j'ai découvert que Thaddeus avait raison au sujet de la cheminée. Sa conception inclinée captait le vent dominant et créait un courant d'air si puissant que le feu brûlait sans effort, même par temps calme. La pièce restait chaude avec la moitié du bois qu'une cheminée normale aurait nécessité. Je studiais ces dessins la nuit à la lueur du feu. Je ne les comprenais pas tous. Certains nécessitaient des connaissances en ingénierie que je n'avais pas, mais je pouvais suivre les concepts de base. Cette lignée était obsédée par le vent, non pas comme un ennemi à repousser, mais comme une force à capter, à canaliser et à utiliser. Ces dessins montraient des systèmes permettant d'utiliser le vent pour pomper de l'eau, ventiler des espaces souterrains, générer de la chaleur par friction et, plus ambitieux encore, actionner un système mécanique qui alimenterait des meules, des scies et d'autres équipements sans aucun combustible. La tour circulaire que j'avais vue dans les ruines était la pièce maîtresse de sa conception. Selon ses plans, elle était destinée à être une chambre de capture du vent, une structure qui canalisait le vent constant de la falaise à travers une série de conduits internes, le comprimant et l'accélérant pour entraîner une turbine montée à la base de la tour. La turbine, à son tour, alimentait tout ce qui y était connecté. Mais la tour était dans le pire état de toutes les structures. La partie supérieure s'était effondrée. Environ 3 mètres de maçonnerie s'étaient effondrés vers l'intérieur, remplissant l'intérieur de gravats. Quel que soit le mécanisme qui se trouvait à l'intérieur, il était enseveli. Et sans comprendre comment le système fonctionnait, ni s'il avait jamais fonctionné, je n'avais aucun moyen de savoir si la vision de Thaddeus était géniale ou folle. Puis novembre est arrivé et la tempête a répondu à ma question. La tempête a frappé le 14 novembre 1940. On l'a appelée la tempête de l'armistice
même si elle est arrivée avec 3 jours de retard sur les Alleghenies. Elle est venue du nord-ouest avec une fureur que je n'avais jamais connue et que j'espère ne plus jamais connaître. Le vent ne soufflait pas. Il attaquait. Il frappait la falaise comme un poing, secouant les murs de pierre, déchirant les fenêtres réparées, hurlant à travers chaque fissure et chaque interstice des bâtiments avec un son semblable à celui d'un être vivant qui souffre. Je me suis blotti dans le bâtiment principal, près du feu qui rugissait dans la grande cheminée. La conception inclinée résistait magnifiquement au vent, rendant le feu plus chaud et plus stable qu'il ne l'avait jamais été. Et j'écoutais le monde se déchirer à l'extérieur. Les arbres craquaient, les pierres bougeaient. Quelque chose dans l'une des dépendances s'est effondré dans un fracas qui a fait trembler le sol. Et puis je l'ai entendu. Un son sous la tempête, plus grave et plus régulier que le vent, provenant de la tour en ruine. Un bourdonnement, une vibration profonde et résonnante que j'ai sentie dans mes pieds avant de l'entendre avec mes oreilles. Elle s'intensifiait à mesure que le vent se renforçait. Un son comme si la terre elle-même chantait, une note grave et puissante qui pulsait à travers le sol en pierre et dans mes os. J'ai appuyé ma paume à plat contre le mur et je l'ai senti là aussi. Une secousse traversait la pierre. Ce n'était pas le tremblement d'un bâtiment sur le point de s'effondrer, mais la vibration de quelque chose de mécanique, quelque chose qui tournait. Lorsque la tempête s'est calmée le lendemain matin, le ciel était dégagé et bleu, la crête jonchée de branches cassées et de feuilles arrachées. Je courus vers la tour. La partie supérieure s'était effondrée. Le vent, d'une force comparable à celle d'un ouragan, peut-être le plus violent à avoir frappé cette crête depuis des décennies, avait réorganisé les décombres à l'intérieur de la tour, dégageait une section qui était bloquée. Et à travers l'ouverture, je pouvais voir quelque chose de métallique, quelque chose de mécanique, quelque chose que Thaddeus Rowe avait construit à l'intérieur de cette tour et que la tempête avait partiellement mis à nu. Il me fallut 1 semaine pour dégager suffisamment de décombres afin de comprendre ce que je regardais. J'ai déplacé les pierres à la main, une par une, travaillant de l'aube jusqu'à ce que mes bras n'en puissent plus. Et à mesure que l'intérieur de la tour se révélait, j'ai commencé à voir toute l'étendue de ce que mon grand-oncle avait conçu. La tour n'était pas une simple structure. C'était une machine. Le mur extérieur était circulaire d'environ 4,5 mètres de diamètre et construit à partir de blocs de calcaire taillés avec précision. Mais le mur intérieur, dont j'ignorais l'existence, avait une forme différente. Il était incurvé vers l'intérieur en spirale, comme l'intérieur d'un coquillage, créant un canal qui se rétrécissait progressivement depuis une large ouverture face au vent dominant jusqu'à un goulot étroit au centre. Il s'agissait du système de capture du vent des dessins de Thaddeus, construit en pierre, un entonnoir qui captait le vent large et chaotique de la falaise et le comprimait en un flux concentré et accéléré. Au centre de la spirale, montée sur un axe vertical en fer enfoncé dans le socle rocheux, se trouvait une turbine, et non un moulin à vent. Ceux-ci captent le vent à l'extérieur. Celui-ci était différent. Il était installé à l'intérieur du bâtiment, à l'abri des intempéries, et fonctionnait grâce à l'air comprimé qui circulait dans le canal en spirale. Les pales étaient en fer, en forme de pagaie incurvée, montées dans un tambour qui tournait librement sur l'arbre. Sous le tambour, des engrenages étaient reliés à un arbre d'entraînement horizontal qui passait sous terre dans un tunnel bordé de pierres vers le bâtiment principal. La tempête avait fait ce que je n'avais pas pu faire. Elle avait dégagé suffisamment de débris du canal pour permettre au vent de circuler à nouveau dans la spirale, et la turbine s'était mise à tourner. Après des décennies de silence, la machine s'était réveillée. Le bourdonnement que j'avais entendu était le bruit des pales en fer tournant à l'intérieur d'une tour en pierre, sur une falaise dans les montagnes Allegheny, alimentée uniquement par le vent qui avait toujours été là. J'ai passé le reste de cet hiver à nettoyer la tour et à apprendre le fonctionnement du système. Les dessins de Thaddeus m'ont servi de guide, mais c'est la machine elle-même qui m'a vraiment tout appris. En retirant les débris du canal en spirale et en libérant le mécanisme de la turbine, j'ai commencé à comprendre l'élégance de ce qu'il avait construit. La spirale comprimait le vent d'un facteur d'environ 5. Je l'ai testé plus tard avec des bandes de tissu attachées à intervalles réguliers en mesurant leur déviation. Un vent modéré à l'extérieur devenait un courant fort et régulier à l'intérieur du canal. Un vent fort devenait une tempête. Et comme le canal était fermé, le système fonctionnait sous la pluie, sous la neige, par tous les temps. La seule chose dont il avait besoin était du vent. Et à Falcon Ridge, le vent était la seule ressource qui ne s'épuisait jamais.
L'arbre d'entraînement allait de la turbine au sous-sol du bâtiment principal en passant par le tunnel souterrain, un espace que je n'avais pas découvert avant de suivre le chemin de l'arbre et de trouver un trapeau sous les débris sur le sol. Le sous-sol était un atelier avec des murs en pierre, secs, d'environ 6 mètres carrés, contenant un moulin, une scie mécanique, un système de soufflet et, plus remarquable encore, un générateur, non pas électrique, mais mécanique. Thaddeus avait conçu un système d'engrenages et de courroies qui convertissait l'énergie de rotation de la turbine en énergie utilisable pour chaque équipement. Il suffisait d'actionner un levier pour que le moulin se mette en marche. En actionnant un autre, la scie se mettait en marche. En actionnant un troisième, le soufflet pompait de l'air à travers une forge en pierre intégrée dans le mur du sous-sol. L'ensemble du système pouvait être actionné par une seule personne, entièrement alimenté par le vent, sans combustible, sans électricité et sans pièces mobiles exposées aux intempéries. Je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout une folie. C'était le bâtiment le plus pratique que j'avais jamais vu. La première personne à voir la machine en fonctionnement fut Arlen Creech, un forgeron de 69 ans originaire de la vallée qui avait connu Thaddeus. J'avais rencontré Harlan par nécessité. J'avais besoin d'outils pour finir de nettoyer la tour, et il était la source la plus proche. Il vivait à 6 kilomètres en aval de la crête, dans un atelier qui desservait les fermes dispersées du comté de Highland. Quand je suis entré et que je lui ai dit qui j'étais et où je vivais, il a posé son marteau et m'a regardé fixement pendant un long moment. « La nièce de Thad Rose », a-t-il dit. Sur la falaise, sa petite nièce. Il parlait de cette tour chaque fois qu'il venait s'approvisionner. Il disait qu'elle changerait la façon dont les gens vivaient dans ces montagnes. Il disait que le vent était une énergie gratuite et que ceux qui l'ignoraient étaient des imbéciles. Arlen secouait la tête. Les gens pensaient que c'était lui l'imbécile. Ce n'était pas le cas, lui ai-je dit. « Montez, je vais vous montrer. » Arlen a gravi la crête le samedi suivant, avançant lentement sur les lacets avec son dos fragile, s'arrêtant 2 fois pour s'appuyer contre un arbre et reprendre son souffle. Mais lorsqu'il est arrivé au sommet et qu'il a vu la tour dégagée, le canal en spirale ouvert et la turbine en fer attendant sur son arbre, il s'est redressé comme un homme qui aurait oublié son âge. J'ai mis la turbine en marche. Le vent était régulier ce jour-là, peut-être 20 mètres par heure, et l'arbre d'entraînement a commencé à tourner avec une vibration faible et régulière que l'on pouvait sentir à travers le sol. J'ai mis le moulin en marche et y ai versé une poignée de maïs séché. Les meules ont tourné et le maïs s'est transformé en farine fine et homogène en moins d'1 minute. Harlan regarda la farine s'écouler du moulin dans la boîte de collecte. Il en prit un peu, la frotta entre ses doigts, la porta à son nez. Puis il regarda l'arbre qui tournait, les engrenages, les murs de pierre qui bourdonnaient d'énergie transférée, et il dit doucement « Que je sois damné. Thad l'a fait. Ce vieux fou l'a vraiment fait. » « Il n'était pas fou, dis-je. »« Non, acquiesça Harlan. Il avait 30 ans d'avance sur tout le monde, ce qui, dans ces montagnes, revient au même. » Harlan devint mon partenaire dans tout ce qui suivit. Il comprenait le métal et la mécanique comme j'apprenais à comprendre la pierre et le vent. Ensemble, nous avons restauré l'ensemble du système. Au cours de l'année suivante, il répara les pales de la turbine. 2 étaient fissurées, une avait complètement disparu, et il en a forgé une nouvelle dans son atelier, si fidèle à l'original qu'elle semblait avoir été fabriquée par Thaddeus lui-même. Il a reconstruit le mécanisme d'engrenage, remplaçant les dents usées et les roulements grippés. Il a fabriqué une nouvelle courroie pour l'entraînement de la scie, et il m'a appris la forge, comment lire le fer à sa couleur, comment juger de la température au son, comment façonner le métal avec patience plutôt qu'avec force. Au printemps 1942, le système était pleinement opérationnel. L'éolienne alimentait le moulin, la scie, le soufflet et, grâce à une modification conçue par Harlan, une pompe à eau qui puisait dans une citerne profonde que Thaddeus avait creusée dans le socle rocheux sous l'enceinte. La citerne recueillait l'eau de pluie canalisée depuis les toits des 5 bâtiments par des gouttières en pierre, et la pompe à vent la remontait à la surface à la demande. À Falcon Ridge, où le fait de devoir transporter l'eau sur 250 mètres de lacet était la principale raison pour laquelle personne ne voulait vivre là-bas. Cela a changé la donne. J'avais de l'eau à portée de main. La ferme vint ensuite. Le problème de l'eau étant résolu, je terrassais les 4 acres au sommet de la falaise en utilisant le même calcaire que j'avais retiré des ruines. Le sol était mince, mais l'exposition sud de la falaise me donnait plus de soleil que n'importe quelle ferme de la vallée. Et le vent constant, généralement une malédiction pour les agriculteurs, devint un atout lorsque je construisis de bas murs de pierre comme brise-vent
qui créait des microclimats abrités entre des terrasses. Je cultivais des légumes dans les poches calmes derrière les murs et formais des arbres fruitiers à pousser à plat contre la pierre, en particulier dans le style français dont j'avais lu dans un livre de la maigre bibliothèque de Belfont Holmes. La scie avant me permettait de couper efficacement le bois. J'ai reconstruit les dépendances. J'ai scié mon propre bois pour fabriquer des étagères, des meubles et des cadres de porte. Je moulissais le grain pour les familles de la vallée qui faisaient l'ascension. Et elles ont fait l'ascension. Une fois que la nouvelle s'est répandue qu'il y avait un moulin gratuit sur la crête qui ne fonctionnait qu'à l'air, le mot « gratuit » a fait le reste. Tous les autres moulins du comté faisaient payer la mouture. Le mien ne faisait rien payer car il ne coûtait rien à faire fonctionner. Le vent soufflait, les meules tournaient, le maïs était moulu et personne ne devait rien à personne. Les familles qui payaient 1/10 de leur grain aux propriétaires du moulin de la vallée ont commencé à faire le trajet jusqu'à Falcon Ridge. Je moulais leur maïs, leur blé et leur seigle, et je leur demandais seulement de m'apporter des nouvelles de la vallée, car j'avais encore plus faim de voix que de nourriture. La guerre éclata, et avec elle, la pénurie qui rendit la crête indispensable. Le carburant était rationné. L'essence valait de l'or. Le moulin à diesel de la vallée fermait 3 jours par semaine, car il n'y avait pas assez de carburant pour le faire fonctionner. Le forgeron de Mterray ferma définitivement boutique lorsque son approvisionnement en charbon fut coupé. Les agriculteurs qui avaient toujours considéré le broyage et le sciage comme acquis ne pouvaient soudainement plus bénéficier de ces services. La guerre avait emporté les hommes et maintenant elle emportait les machines. Et sur Falcon Ridge, le vent continuait de souffler, la turbine continuait de tourner et je continuais de moudre le grain, de couper le bois et de pomper l'eau sans brûler une seule goutte de carburant. En 1943, je desservais toute la partie supérieure de la vallée. Les familles venaient non seulement pour moudre leurs grains, mais aussi pour scier leur bois. Le bois était rare et ma scie avant pouvait couper des planches qui auraient pris toute une journée à un homme avec une scie à main. Harlan a déplacé sa forge sur la crête et l'a reliée au système de soufflet. Et soudain, il y avait une forge en activité à Falcon Ridge, alimentée par le vent, ouverte à tous ceux qui avaient besoin de faire réparer un outil, de faire poser un fer à cheval ou de fabriquer une charnière. Les gens qui avaient ri de la folie de Thaddeus Rose en dépendaient désormais. Je voudrais vous dire que cela m'a procuré une grande satisfaction, et c'est vrai, mais pas une satisfaction amère. Pas la satisfaction de la vengeance ou de la revanche, mais celle de voir quelque chose fonctionner comme prévu. Tatas avait construit un système destiné à servir une communauté. Et maintenant, enfin, c'était exactement ce qu'il faisait. Les Muggeries n'avaient plus d'importance. Les 9 $ de cotisation n'avaient pas d'importance. Ce qui comptait, c'était le bruit de la turbine qui ronronnait dans le vent, l'odeur de la farine de maïs fraîchement moulue et la vue des familles qui montaient les lacets avec du grain sur le dos et redescendaient avec de la farine dans les bras. Une femme nommée Madame Elkins, dont le mari était à l'étranger et dont les 3 enfants grandissaient plus vite que son jardin ne pouvait les nourrir, est venue un samedi sur la crête avec un sac de blé et sans rien pour payer la mouture. Je l'ai quand même moulu. Elle est restée là à regarder les meules tourner, actionnés par une force invisible. Et elle a dit, c'est comme de la magie. Ce n'est pas de la magie, ai-je répondu. C'est le vent. Il est là depuis toujours. Thaddeus a simplement trouvé le moyen de l'exploiter. Harlan est mort au printemps 1946, à l'âge de 75 ans. Il est parti comme partant les montagnards, en travaillant. Il était à la forge, en train de façonner un soc de charrue lorsque son cœur s'est arrêté. Je l'ai trouvé avec le marteau encore dans la main et le fer en train de refroidir sur l'enclume. Je l'ai enterré sur la crête, à l'abri de la tour, où le vent était doux. Et j'ai sculpté moi-même sa pierre avec les outils de maçon qui avaient appartenu à Thaddeus Harlan Creech. C'est lui qui faisait tourner les lames. Je me suis marié en 1947. Il s'appelait Owen Yates, un enseignant du comté de Barr, qui était venu à Falcon Ridge pour étudier le système éolien dans le cadre d'un article qu'il écrivait pour la Virginia Agricultural Review. C'était un homme calme et précis qui portait des lunettes et savait expliquer le fonctionnement d'un rapport de transmission dans un langage qui vous donnait l'impression d'être plus intelligent rien qu'en l'écoutant. Il regardait les dessins de Thaddeus comme certains hommes regardent les Écritures avec révérence et le désir de comprendre chaque ligne. Nous avons eu 3 enfants sur cette falaise. Ils ont grandi avec le bruit de la turbine comme berceuse, ce bourdonnement grave et constant qui signifiait que le vent soufflait et que le monde tournait. Owen a documenté l'ensemble du système,
mesurer son rendement et calculer son efficacité. Son article, publié en 1949, a attiré des ingénieurs de Virginia Tech et un journaliste du Richmond Times-Dispatch qui a écrit un article intitulé « La machine du fou des montagnes fonctionne finalement ». Je n'aimais pas le titre, mais j'aimais que le nom de Thaddeus figure dans un journal pour la bonne raison. Dans les années 1950, la Falcon Ridge Wind Station, comme Owen l'avait initialement baptisé, était un modèle reconnu d'autosuffisance rurale. Le service de vulgarisation agricole de l'État a envoyé des équipes pour étudier la conception de la turbine. Des étudiants en ingénierie sont venus pour leur projet de thèse. Un professeur du MIT a écrit pour dire que le concept de compression en spirale de Thaddeus Rose avait anticipé de 40 ans les développements dans le domaine de la technologie éolienne. Le complexe s'est agrandi. Nous avons ajouté une salle de classe où j'enseignais aux enfants des montagnes dont les familles ne pouvaient pas les emmener à l'école de la vallée en hiver. Lecture, écriture, arithmétique et sciences. Toujours les sciences, car je voulais que ces enfants comprennent le monde comme Thaddeus l'avait fait, avec curiosité plutôt qu'avec peur. Nous avons ajouté une cuisine communautaire alimentée par un soufflet à vent, où les familles se réunissaient le samedi pour cuisiner ensemble, partager des nouvelles et se rappeler que l'isolement est un choix, pas une condamnation. Nous avons ajouté un échange de semences, une bibliothèque d'outils et un petit dispensaire médical tenu par une infirmière qui venait tous les mercredis. La falaise qui avait été une plaisanterie est devenue une communauté. Les ruines qui n'avaient aucune valeur sont devenues le centre de la vie de la vallée. Et le vent qui avait toujours été là, sauvage, libre, ignoré, est devenu le moteur qui a rendu tout cela possible. Owen est mort en 1974 sur la crête, en automne, assis près de la tour avec une tasse de café et son cahier ouvert sur un schéma qu'il avait perfectionné pendant 20 ans. Je l'ai enterré à côté de Aaron, là où le vent effleure l'herbe sans l'arracher. J'ai continué à travailler. Mes enfants ont repris les opérations, le moulin, la scierie, la forge, les programmes communautaires. Une deuxième turbine a été construite en 1968 et une troisième en 1980. Chacune améliorait la conception originale de Thaddeus. En 1978, lorsque la crise énergétique a poussé tout le pays à réfléchir à des alternatives au pétrole, une délégation du ministère de l'Énergie est venue à Falcon Ridge et s'est tenue dans la tour, écoutant le ronronnement de la turbine et prenant des notes dans leurs carnets reliés en cuir. Cela fonctionne depuis 1940, a demandé l'un d'eux. La conception date de 1911, ai-je répondu. Je lui ai répondu. Elle fonctionne depuis qu'une tempête a déblayé les décombres en novembre 1940. Avant cela, elle fonctionnait depuis que Thaddeus avait fini de la construire, peut-être en 1915, peut-être en 1916, jusqu'à ce que la tour s'effondre à la fin des années 1920. La machine elle-même n'a jamais connu de panne. Il fallait juste que quelqu'un déblaye les pierres. Je suis mort au printemps 1984 à l'âge de 59 ans. Les montagnes vous prennent des années. Le froid, l'escalade, le vent incessant qui vieillit votre peau et renforce vos os dans une égale mesure. Ils m'ont trouvé sur la crête, assis contre le mur de la tour, ma main posée sur la pierre qui vibrait faiblement au rythme des pales qui tournaient à l'intérieur. Ma fille a dit que j'avais l'air d'écouter quelque chose. Mon fils a dit que j'avais l'air d'avoir enfin entendu la réponse. Les turbines tournent toujours. Le moulin moude toujours. La communauté de Falcon Ridge s'est agrandie et comprend désormais un centre de recherche sur les énergies renouvelables, une école professionnelle du patrimoine et un festival annuel qui attire des milliers de personnes. Les dessins originaux de Thaddeus Rowe sont accrochés dans le bâtiment principal, encadrés et éclairés, et chaque visiteur lit la plaque à côté d'eux. Thaddeus Rowe, 1879 à 1940. Il a construit ce dont le vent avait besoin. Le monde a qualifié cela de folie. Le vent a qualifié cela de foyer. Et en dessous, ajouté par mes enfants Della Yates, 1924 à 1984. Elle a entendu la tempête et a compris. Je voudrais donc vous poser une question. Qu'est-ce qui a été rejeté dans votre vie comme une folie? Qu'est-ce que le monde a regardé, ridiculisé et rejeté comme sans valeur? Non pas parce que cela ne fonctionnait pas, mais parce que personne ne le comprenait encore. Quelle tempête attendez-vous? Quelle crise? Quel moment de clarté forcée qui révélera enfin ce qui était caché sous les décombres depuis le début? Car voici ce que je sais. Thaddeus Rowe a construit une machine pour laquelle le monde n'était pas prêt. Il l'a construite quand même. Il l'a construite sur une falaise où personne ne voulait vivre, avec des pierres que personne n'appréciait, pour capter une force que personne ne respectait.
Et lorsque le monde a finalement eu besoin de ce qu'il avait créé, elle était là, attendant, fredonnant dans le vent, prête. Vous n'avez pas besoin que le monde comprenne ce que vous construisez. Vous n'avez pas besoin d'applaudissements, de financement ou d'autorisation. Vous avez besoin de pierres, de patience et de la conviction que le vent continuera de souffler, car il souffle toujours. Le vent ne s'arrête jamais. Il attend simplement que quelqu'un construise quelque chose qui vaille la peine d'être mis en mouvement. Si cette histoire vous a ému, si elle vous a fait réfléchir à la folie que vous avez peur de construire et à la tempête qui pourrait finalement vous donner raison, abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires de gens ordinaires qui ont construit des choses extraordinaires alors que le monde se moquait d'eux. Votre falaise vous attend. Le vent souffle déjà. Commencez à construire.